C'est à la fin des années 80, vers 89 ou 90, disons 1989. Je suis à Tanger, au Maroc, depuis quelques mois. Tanger est la capitale mondiale du hashish, qui est fabriqué à Ketama, à partir de feuilles de cannabis qu'on appelle là-bas kif, et qui poussent dans les montagnes du Rif à environ 300 km au sud. Le hashish descend donc de la montagne, il arrive à Tanger, et de là il passe en Espagne, puis en Europe. Pour ceux qui n'ont pas la carte dans la tête, Tanger est à l'extrême nord de l'Afrique, juste en face de l'Europe. Un bras de mer de 88 km la sépare de Gibraltar. Depuis toujours, tous les trafics entre l'Afrique et l'Europe passent par Tanger. Armes, drogue, argent, êtres humains. Le circuit marche très bien, tout le monde en profite. Ce soir-là, je suis dans un bar tenu par un Espagnol. Je bois des verres avec un ami. Il n'y a pas grand monde, nous deux, l'Espagnol qui essuie ses verres derrière le bar, et 3 Marocains. 35, 40 ans, attablés un peu plus loin. Je connais les 3 types, on s'est déjà croisés dans différents bars, on a bu quelques verres ensemble. Ce sont des figures locales du trafic de hashish. Ils portent des costumes italiens, des montres de marque, ils sont bien coiffés, bien rasés. Les Mercedes et les chauffeurs gardes du corps les attendent dehors. Vers 11h minuit, 2 hommes entrent dans le bar. Des clichés sur pattes. 35-40 ans eux aussi, plus petits, plus forts, le bide en avant, les cheveux noirs brillants, barbe d'une semaine, des costumes qui scintillent, des montres en or, des lunettes fumées. C'est écrit dessus, Sud-Américain, baron de la cocaïne. Les 2 s'attablent avec les 3 Marocains. L'Espagnol leur sert à boire et ferme la porte du bar. Il nous fait signe que nous pouvons rester. Autorisation approuvée par un des Marocains qui me sourit et nous offre un verre. La soirée s'écoule. Les Colombiens, car effectivement les 2 nouveaux arrivants sont bel et bien Colombiens, sortent un sachet de cocaïne. Enfin, un sachet. Disons carrément un petit sac qu'ils versent au centre de la table et ça fait comme une petite pyramide de poudre blanche. Les 5 hommes roulent des billets pour en faire des pailles et chacun prélève un peu de cocaïne sur la pyramide pour aligner quelques rails. Peu après, ils nous invitent à les rejoindre. Et je passe le reste de la nuit avec eux. J'assiste à la première réunion commerciale entre trafiquants marocains et producteurs colombiens. Les Colombiens veulent profiter des réseaux du hashish des Marocains pour acheminer leur cocaïne en Europe. La réunion ouvre un nouveau trafic triangulaire entre l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe. Une nouvelle route de la cocaïne vient d'être créée sous mes yeux. 1989. Des milliers de tonnes de poudre vont emprunter cette route et l'empruntent toujours. Podcast Story. C'est un petit arbre, en moyenne 1,50 m ou 2 mètres de haut, mais il peut pousser jusqu'à 5 mètres. On l'appelle le cocaïer. Il ne pousse que dans les Andes, en Colombie, au Pérou et en Bolivie. Il a beaucoup de mal à pousser ailleurs. Les rares tentatives de culture de cocaïer en d'autres lieux n'ont pas été de franc succès. Ses branches sont droites et portent des feuilles vertes. Et ces feuilles produisent un alcaloïde que l'on nomme cocaïne. Ses effets sont psychotropes, stimulants, analgésiques. Les hommes la consomment depuis environ 3000 ans. Ils mâchouillent la feuille de coca et la cocaïne se mélange à la salive et au sang. Elle est souvent associée à des cérémonies religieuses, elle permet d'entrer en contact avec les divinités, mais elle est aussi consommée comme un simple tonique. Ce n'est pas encore une drogue. Les feuilles de coca mâchées donnent de l'énergie, coupent la faim et aident à surmonter les marches en altitude. N'oubliez pas que nous sommes dans les Andes. Les Espagnols arrivent à la fin du XVe siècle et colonisent la région. On connaît l'histoire. Les conquistadors cherchent des métaux précieux et bien sûr de l'or. Ils creusent des mines, enfin, ils les font creuser par les peuples qu'ils soumettent à grands coups de fusil. Et ils se rendent compte que les Indiens travaillent beaucoup mieux et 2 fois plus si on les fournit en feuilles de coca. La consommation de cocaïne prend de l'ampleur. Et sa réputation gagne l'Europe où on étudie ses effets. On parle en effet d'une plante quasi magique. Le premier à s'y intéresser est un chimiste allemand en 1859. Il se nomme Friedrich Wöhler
Et c'est un de ses élèves, un dénommé Albert Niemann, qui le premier isole le principe actif des feuilles de coca et décrit son action anesthésique. Sigmund Freud l'atteste sur lui-même et ses proches et il confirme les propriétés anesthésiantes. Il en déduit aussi que la cocaïne est le premier médicament capable de stimuler le système nerveux. Elle devient un anesthésiant pour des opérations chirurgicales, c'est une révolution, on peut éviter la douleur. On commence avec les opérations des yeux et la chirurgie dentaire et ça marche. La cocaïne fait le tour du monde de la médecine occidentale. C'est un Corse qui va populariser la cocaïne. Il se nomme Angelo Mariani. Il est chimiste. 4 ans seulement après la découverte de Niemann, en 1863, Mariani dépose des brevets sur une série de substances à la cocaïne, des pastilles, des infusions, des toniques et le grand succès de Mariani, du vin. Oui, le vin Mariani est un Bordeaux agrémenté d'extraits de feuilles de coca. Le slogan sur les étiquettes, le vin à la coca Mariani, c'est pas pareil, c'est du soleil en bouteille. Mariani envoie son vin à des personnalités politiques et intellectuelles qui apprécieront les effets toniques. Elles en feront la promotion à sa place. Et parmi ceux qui recommandent le vin Mariani, on trouve Émile Zola, Jules Verne, Colette et même le pape Léon XIII. Quelques années plus tard, en 1886, aux États-Unis, un pharmacien d'Atlanta, John Pemberton, s'inspire du vin Mariani pour créer une boisson tonique, toujours à base de feuilles de coca, le Coca-Cola. Un homme d'affaires, Greg Candler, rachète la marque et le brevet et crée la Coca-Cola Company. Nous sommes en 1892. C'est ce que l'on appelle l'âge d'or de la cocaïne. En effet, tout le monde s'y met. On vend la coke sous toutes les formes possibles, farine, liqueur, bonbons, pommades, cigarettes, shampoings. On en fait par exemple un médicament contre le rhume. Et ce médicament était en fait de la poudre de cocaïne pure dans une petite fiole en verre. Rapidement, on constate les dégâts. Diffusée à grande ampleur, la cocaïne menace la société, carrément. Dans un rapport de 1914, la police de la ville d'Atlanta aux États-Unis estime que 70% des crimes et délits sont commis par des personnes sous emprise de cocaïne. On commence à parler d'intoxication grave, de comportement psychotique. Des médecins tirent la sonnette d'alarme, on annonce un 3e fléau après le fléau de l'alcool et le fléau de la morphine. Coca-Cola supprime la cocaïne de sa formule et la remplace par de la caféine. La sentence tombe en 1914, la cocaïne est interdite aux États-Unis par le Narcotic Act. En France, elle sera interdite par une loi de 1916, avec un argument supplémentaire, nous sommes en pleine guerre et la cocaïne serait un poison déversé en France par les Allemands, puisque ce sont des chimistes allemands qui l'ont découverte. La cocaïne disparaît de l'actualité. Pas très longtemps. Dans les années 20 et 30, elle revient doucement aux États-Unis. On la consomme à Hollywood, dans le show business, chez les musiciens, à Broadway, à New York. Elle se répand sans bruit. Arrivent les années 60, la cocaïne reste discrète. Jusqu'aux années 70, la drogue dure qui est populaire, c'est l'héroïne. Et oui, ce sont les années de rébellion douce, de hippie, de routard, de grands voyages. On se drogue pour ouvrir les portes de la perception, pour planer, pour la défonce, des délires psychédéliques. La cocaïne ne produit pas ces effets-là. Il faut attendre les années 80, les années de la compétition, de l'argent, de la réussite sociale. Les opiacés deviennent ringards, ils ramollissent, ils tuent l'esprit de compétition. La cocaïne, elle, développe l'essence, elle donne une assurance et un sentiment de puissance incroyable. La cocaïne s'impose dans le monde occidental, emmenée par l'avènement du capitalisme financier. Avant de poursuivre cette histoire qui se transforme en un fleuve d'argent et un fleuve de sang, un mot sur la composition de la cocaïne. Comment on la fabrique? Voici un résumé de la recette. Il faut faire sécher les feuilles de coca au soleil, ensuite on les écrase et on les baigne dans de l'acide sulfurique et du kérosène. On obtient alors la pâte de base. Pour éliminer les impuretés, on ajoute du permanganate de potassium. Puis on cristallise le mélange avec de l'acide chlorhydrique, de l'ammoniac et de l'acétone. Bien sûr, tous ces produits sont hautement toxiques. Parenthèse environnementale, comme les laboratoires sont dissimulés dans les jungles de Colombie, du Pérou et de Bolivie,
les déchets sont enterrés ou jetés dans les rivières. Vous pouvez imaginer les dégâts sur la faune et la flore. Mais bon, l'écologie n'étant pas votre préoccupation principale à ce moment-là, vous obtenez une poudre blanche qui sera ensuite coupée de nombreuses fois avec de nouveaux produits plus ou moins toxiques eux aussi. Au niveau des dégâts sur le corps, la cocaïne est imbattable. Elle détruit tout. Perforation de l'estomac, des intestins et formation d'ulcères. Risque de crise cardiaque, dommages permanents sur les reins. Les fonctions cognitives sont attaquées. Problèmes d'attention, de concentration, mémorisation, activité motrice, maladie de Parkinson, hémorragie cérébrale, crise d'épilepsie. Brûlure des poumons, toux et asthme. Sur le foie, hépatite C et cirrhose. Sur la peau, eczéma et démangeaison. Et bien sûr le nez, avec une disparition progressive des cloisons nasales. Quand on vous dit que c'est toxique... Mais l'euphorie, le sentiment de puissance, l'énergie, l'assurance que procure la cocaïne sont si forts qu'ils en font oublier les conséquences mortifères. La demande explose, l'offre aussi. Retour aux années 80. La cocaïne se répand donc dans les milieux d'affaires, elle est sanctifiée à Wall Street, elle entre aussi dans les boîtes de nuit, les soirées branchées, le show business, les médias. Du côté des producteurs, c'est le jackpot. Pour vous donner un exemple, quand un producteur colombien vend sa cocaïne à un réseau mafieux, disons italien, qui en assure la distribution en Europe, il fait une marge de 5000%. 5000%. C'est la naissance des barons de la drogue au Pérou, en Bolivie ou en Colombie, avec le célèbre Pablo Escobar qui va industrialiser la production et devenir l'un des hommes les plus riches de la planète. Au sommet de sa gloire, menacé par les polices du monde entier et notamment par les Américains, il proposera au gouvernement colombien de régler sa dette, la dette du pays, en cash, en échange de son amnistie. Il était alors poursuivi pour avoir commis ou commandité 6349 meurtres. Un particulier qui règle la dette d'un État, une dette de 20 milliards de dollars. Le gouvernement colombien refuse et Escobar sera finalement tué par la police avec, dit-on, l'aide des Américains. La cocaïne est une histoire de gros sous. De très gros sous. Les producteurs brassent des milliards et deviennent plus puissants que les États. Ils peuvent corrompre tout le monde, police, armée, personnel politique. Et quand la corruption ne suffit pas, c'est la terreur. On massacre, on égorge, on tue le flic incorruptible. On le tue lui, mais aussi sa femme, ses enfants, ses parents, ses relations. Un bain de sang. Des villages sont soumis au cartel, obligés de se mettre à la production de cocaïne. S'ils refusent, c'est un massacre. Villages brûlés, hommes, femmes, enfants, torturés, violés, massacrés, enterrés vivants. Une expression est née. On dit les narcofosses. Des fosses avec des dizaines de corps entremêlés, enterrés à la va-vite, parfois couverts de chaux. Le Mexique arrive logiquement dans la course et la gagne. En effet, le pays compte 3000 km de frontières avec les États-Unis, premier pays consommateur de cocaïne. Les cartels mexicains achètent le produit aux producteurs et le font passer en Amérique du Nord. Aujourd'hui, ils assurent eux-mêmes la distribution. Le 21e siècle est le siècle des Mexicains. Ils sont devenus les boss de la coke. Et toujours ce fleuve de sang. 300 000 personnes ont été assassinées au Mexique depuis 2006. Nous enregistrons ce podcast en 2022. 300 000 morts en 16 ans, des civils assassinés. La terreur règne dans plusieurs régions du Mexique, notamment le Sinaloa. La population mexicaine vit sous la pression des cartels. Peut-on encore parler d'ailleurs de démocratie mexicaine ? En juin 2021, se sont déroulées au Mexique des élections législatives. Il s'agissait de voter pour renouveler 500 députés, 2000 maires et 20 000 représentants locaux. Les cartels ont fait pression auprès des candidats pour les obliger, en cas de victoire, à s'associer à eux. Ils veulent ainsi entrer dans l'appareil d'État. Et cette pression s'est faite encore une fois par la terreur. Pendant la campagne électorale, je vous rappelle que nous sommes en 2021, pendant la campagne électorale, 143 personnes, des hommes et des femmes politiques, ont été assassinés. 143 candidats tués. Il y a notamment eu le cas spectaculaire d'Alma Rosa Barragán. Cette chef d'entreprise se présentait pour la mairie de Moroleón, dans le centre du pays.
Alors qu'elle donnait un meeting sur un parking le 25 mai, un commando a surgi, un pick-up et 4 motos, rafale de mitraillettes, Rosa est tuée sur le coup. Le film de l'attaque et de sa mort circule sur les réseaux sociaux. Le marketing des cartels est basé sur la terreur. Il faut terroriser la population pour qu'elle se soumette. Il faut terroriser les concurrents pour qu'ils disparaissent. Il faut terroriser les responsables politiques pour qu'ils deviennent complices. On décapite à la tronçonneuse. Les images sont diffusées sur le net. On arrête un bus au hasard et on abat tous les passagers. On tue des politiciens. On expose des corps décapités, démembrés, éventrés au centre des villes. On pend des cadavres sous les ponts. On crée des mises en scène macabres. On étouffe la liberté d'expression en tuant les journalistes. Plus de 100 journalistes tués en 20 ans. 100 journalistes tués en 20 ans. Dans certains coins du Mexique, on ne vit plus que dans la peur. Et en Occident, la demande explose. Les prix baissent, toutes les catégories sociales sont touchées. On invente des dérivés, dont la fameuse cocaïne du pauvre, le redoutable crack. Comment tout cela est-il possible ? Comment peut-on tuer impunément, en direct sur les réseaux sociaux, des hommes et des femmes qui osent se présenter à des élections ? Comment se fait-il que personne ne réagit ? Qu'aucun pays au monde ne réagit ? Qu'aucun média occidental ne diffuse l'information ? L'argent, bien sûr. L'argent. Le système est classique. Les producteurs, les transporteurs, les distributeurs et les consommateurs. Et au centre, les traders. Les producteurs sont les Colombiens, Péruviens et Boliviens. Les transporteurs sont, tout le monde, des compagnies de fret, des aviateurs, des camionneurs. Les distributeurs sont les mafias européennes et américaines. Les traders sont les Mexicains. Et les consommateurs, c'est nous. C'est du capitalisme classique, du pur libéralisme. L'offre, la demande, la production, la distribution. Mais sans loi. Dans le monde de la coke, quand on parle d'éliminer un concurrent, on l'élimine, on le tue. L'opacité des circuits financiers qu'autorise aujourd'hui le libéralisme avec ses banques offshore et ses sociétés d'investissement permet à l'argent de la cocaïne d'être blanchi et donc intégré à l'économie mondiale. Volontairement ou non, de nombreuses banques prestigieuses blanchissent. Parfois, elles ne le savent même pas. Elles investissent dans des entreprises qui sont en sous-main la propriété des cartels. Bien évidemment, le lien entre les narcos et les fonds d'investissement ou les entreprises, ce lien n'apparaîtra jamais. Là encore, la mondialisation de la finance permet de camoufler derrière de multiples entreprises dans de multiples pays le véritable investisseur. Parfois, les banques en sont totalement conscientes et donc touchent des intérêts. C'est de la corruption pure. Personne ne résiste à des sommes pareilles. Le système libéral lui-même n'autorise pas le refus. En 2008, les banques américaines sont menacées par la crise des subprimes. Elles n'ont plus de liquidité. Et qui a du cash en pagaille ? Les producteurs et trafiquants de cocaïne. Je les imagine poussant leurs chariots chargés de billets, entrant dans les grands halls marbrés des sièges sociaux des plus puissantes institutions bancaires du monde. « Bonjour, il paraît que vous avez besoin de liquide. Vous me blanchissez tout ça et on n'en parle plus ?» Selon l'ONU, c'est une source très sérieuse. Le directeur de l'ONU chargé de la lutte contre la drogue l'a clairement exprimé. Aucune banque internationale n'y a échappé. Aucune. Pas même celle dans laquelle vous avez votre assurance vie. 350 milliards de dollars auraient été blanchis durant cette période. Un tiers de la dette de la célèbre banque Lehman Brothers aurait été comblé par l'argent de la drogue. Un dernier chiffre ? Si les cartels de la drogue étaient un État, il aurait un PIB qui le placerait en 20e position au niveau de l'Australie, donc dans les 10% des États les plus riches du monde. La messe est dite. Que faire ? Comment conclure cette histoire qui n'en finit plus ? L'Europe de l'Est et l'Asie tombent à leur tour dans la cocaïne. L'Afrique, que la cocaïne traverse pour arriver jusqu'à nous, prend sa dîme et consomme elle aussi. Le marché semble infini. Si vous discutez avec un Mexicain, si vous parlez avec lui du problème mexicain de la cocaïne, il vous répondra sans doute, et il aura raison,
ce n'est pas le problème mexicain de la cocaïne. C'est votre problème de cocaïne. Vous, les Occidentaux, c'est vous qui en consommez. Le journaliste italien Roberto Saviano a mené une longue enquête sur la cocaïne, publiée en France chez Gallimard sous le titre « Extra pur ». Je vous conseille. Saviano pose la bonne question, la seule qui vaille. Pourquoi consommons-nous de la cocaïne ? Pourquoi des centaines de millions de citoyens des États les plus riches du monde, habitant les pays où malgré tout on vit le mieux sur la planète, pourquoi ont-ils besoin de centaines de tonnes de coke chaque année ? Le monde est à la performance. Il faut être performant dans son métier, dans sa carrière, mais aussi dans sa vie de couple. Il faut être performant sexuellement, il faut avoir des enfants performants, même les vacances doivent être performantes sur Instagram. Et la drogue de la performance, c'est la cocaïne. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.